si vous êtes là, c'est que vous connaissez forcément notre association. Mais je ne sais pas si vous connaissez le dossier de Manises. Bon, alors vous devriez passer un bon moment. Bon, une fois que vous aurez établi que le conférencier lui-même il est chiant, mais pas, c'est pas possible, le dossier lui-même est intéressant, vous inquiétez pas. C'est un événement. Il n'y a rien qui marche ce soir. Ah. C'est un événement qui s'est passé le 11 novembre 1979. Ça s'est passé en Espagne. Alors Manises, vous allez le voir sur une carte, c'est pas loin d'une grande ville que vous connaissez sûrement. Et on va avoir l'armée de l'air espagnole qui est aux prises avec des phénomènes ovnis. Alors c'est un cas qui est super célèbre en Espagne. Nous en France, quasiment on ne le connaît pas. Alors Manises, c'est là. Vous voyez la petite flèche, le petit point. C'est en fait l'endroit à l'ouest de Valence, la commune, où il y a le gros aéroport de Valence. C'est à la fois un aéroport militaire et un aéroport civil. Donc, nous, ce dont on va parler, grosso modo, ça va prendre place dans ce secteur. La source principale, parce qu'évidemment en 1979 je n'étais pas là-bas, j'étais trop jeune aussi, donc j'ai travaillé avec d'autres sources. Source principale, c'est un dossier d'à peu près 150 pages qui a été déclassifié par l'armée de l'air en 1994, qui n'est disponible auprès du public que depuis 1995, parce qu'il a fallu ce temps-là pour le sortir des lieux secrets, entre guillemets, et le mettre à la bibliothèque de l'armée de l'air espagnole, qui est ouverte au public. Et depuis, eh bien, ils ont aussi scanné tous les documents. C'est pour ça que j'ai pu y avoir accès sur le site de l'armée de l'air. On peut demander à avoir accès, on a accès au scan des documents. Source secondaire, mais très intéressante aussi. Un livre de Benitez, que vous connaissez peut-être, qui est un ufologue espagnol, qui est assez vieux aujourd'hui, mais qui est toujours en vie. Et son livre s'appelle Incidente en Manises, et il est riche d'informations qu'il n'y a pas dans le dossier militaire. Parce qu'il a rencontré par exemple d'autres gens. Et certaines informations se recoupent, ce qui n'est pas plus mal. Donc publié aux éditions 80, aux éditions James, Plaza et James plutôt, puisque c'est de l'espagnol, en 1980. J'ai également eu accès à des articles de journaux de l'époque. Pour être honnête, ça ne m'a pas beaucoup aidé, c'est du copier-coller en général qu'ils ont fait, ils ne se sont pas fatigués. Et alors, il y a des sites internet aussi, il y en a 3 ou 4 ou 5 en Espagne qui en parlent. Je n'ai quasiment rien retenu de ces sites internet, parce que c'est du grand n'importe quoi, je dirais. Il y a tout un tas d'infos qui ne sont pas vérifiées, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ni chez Benitez, ni dans le dossier de l'armée. À la limite, c'est inutile, sauf qu'il y a quelques enregistrements des témoins, quand même, de base, que j'ai conservés, et j'en ai gardé 3 extraits, je crois, dans ce diaporama. Je peux vous poser une question? Ouais. Quelle est la perception du public, a priori, en Espagne, quand vous avez dit que vous étiez tombé sur les articles de journaux? Qu'est-ce qui ressortait un peu, la teneur des articles, les journalistes? Est-ce qu'eux, ils rigolaient un peu de ce phénomène? Non, rien du tout. Les articles de journaux de l'époque, pas du tout. Ce sont des articles de journaux factuels qui résument tous exactement la même histoire. Je pense qu'ils se sont copiés les uns sur les autres. Oui, comme vous disiez. Ouais. Et ils ont changé très très peu de choses. D'accord. Après, moi, juste la question, c'était en Espagne, comment les gens, en fait, en général, on peut dire, parce que j'ai le sentiment que chez nous, peu de gens, est-ce que c'est parce que c'est générationnel et encore, moi je suis né en 70, mais je me dis, on est sensibilisé. J'ai vu quand j'étais gamin des envahisseurs, des trucs comme ça. Il y avait la conquête spatiale qui venait, les 69, ça venait de se passer en fait. Et moi je sais qu'on en parlait un peu. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus vraiment en fait. Bien qu'il y ait eu X-Files, plein de choses comme ça, il y a pas mal d'années. Mais sinon, quand on en discute autour, enfin quand j'en discute autour de moi, j'ai l'impression que c'est plus un sujet qui passionne les gens, quoi. Alors, en Espagne, l'ufologie est un petit peu en déclin, on va dire. Il n'y a plus
chez nous c'est relativement vivant quand même encore, même si parfois il y a des querelles, etc. C'est vivant. En Espagne, l'ufologie est en train de... Ouais. Tu as touché quelque chose? Je sais pas, non. Jusqu'à ce que j'entende plus rien. Hein. Donc les ufologues espagnols sont vieillissants. La relève, comme je vous disais, c'est ceux qui tiennent les sites internet et qui ne vérifient absolument rien et ils vous racontent un tas de bêtises. Du coup, le public, lui, Ça s'est fait tout seul, ça? il est comme chez nous, je pense, il est ouvert, mais sans plus. Il y a quand même eu Cometa, chez nous, le rapport Cometa, c'est pas rien. Alors c'est pas rien, oui, c'est pas rien, mais c'est pas un rapport non plus. Il y a un faux contact, quoi. Enfin, c'est pas un rapport non plus dans le sens où ça n'a pas été commandé. Oui, il a été donné, à moins qu'on fasse sans micro, peut-être qu'on peut faire sans micro. Hein. Moi je vous entends, je ne sais pas si les autres vous entendent, mais je trouve que c'est même pas désagréable de vous entendre comme ça. Ouais, bon, on va faire sans micro. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Sinon, on prend vous donnez le micro normal, le micro. Ouais, le micro. Ouais, mais si ça marche sans micro, je le fais sans. Hein. Le pointeur laser, je vais le garder. Le rapport Cometa n'a pas été commandé par le ministère, par quelques ministères que ce soit. C'est une association en fait, des anciens auditeurs de la Défense nationale, c'est-à-dire des retraités, mais de haut grade, plus qualifiés, qui ont rédigé un rapport effectivement et qui l'ont soumis au gouvernement. Ils l'ont envoyé au gouvernement. C'est un petit peu comme si OVNI Languedoc rédigeait un rapport et l'envoyait au gouvernement. C'est quand même quelque chose de qualité, il y a des choses bien. Pour en revenir à l'Espagne, Qu'est-ce qui se passe? c'est la truc, il est. L'enceinte, elle ne va pas ce soir. C'est l'enceinte qui doit être surchargée. Bon, alors, l'essentiel c'est qu'on ait le son de la vidéo tout à l'heure, après le reste on s'en fiche. Pour en revenir à l'Espagne, Benitez donc, a fait un travail de terrain. C'était un journaliste à l'époque, je ne vous l'ai pas dit je crois. C'était un journaliste justement qui habitait Valence. Et dès le lendemain de l'événement, il était sur le coup, parce que c'est un sujet qui l'a intéressé tout de suite, qui l'a captivé. Il est allé sur le terrain. On en reparlera tout à l'heure. Vous m'entendez si je parle dans cette direction aussi ou pas? Oui. Ouais. Bon, oui, okay. Bon. Alors ça commence le 11 novembre. Je vais parler à chaque fois avec des heures zoulou. Il faudra rajouter une heure à l'époque. Il faut rajouter une heure pour obtenir l'heure de la montre. Ça remarche. Ouais, mais je vais faire ça parce que Mais non, c'est l'appareil qui. Oui, mais c'est toutes les 2 minutes. Non, c'est le truc qu'on a. Bon, c'est reparti. Laisse tomber. Tiens, je t'en fais donc ça commence à 20h, j'ai oublié l'heure, 27, du coup, Zoulou, par une émission radio. Sur les ondes, sur la fréquence de 121.5 en Espagne, donc dans la région de Valence, on entend un signal radio. La tour de contrôle de Valence capte et n'identifie pas le signal. Ça commence comme ça. Ce n'est pas une observation d'OVNI au départ, c'est un signal radio inconnu. Alors, à ce moment-là, dans le ciel, il y a le vol JK297 de la TAE, c'est la compagnie équatorienne de transport aérien de passagers, qui, avec 109 passagers, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne marche pas, ça va repartir. Avec 109 passagers. Dès qu'il parle, ça coupe. Range-moi ça dans le sac. C'est génère des pages. Moi je commence à m'inquiéter. Non, on teste du nouveau matériel et la chaîne, je pense, n'est pas assez puissante pour tout le matériel qu'on a branché dessus, c'est ça, non? Moi je pense. L'essentiel, c'est qu'on ait le son de la vidéo tout à l'heure, des vidéos. Ah, tu l'auras pas le son? Eh ben, il faudra l'avoir tout à l'heure. Mais ça coupe, dès qu'il y a le son, ça coupe. Mais non, on va débrancher le micro, débranche le micro. Il est débranché. Alors, ce sont des Autrichiens en vacances, pas bourrés pour une fois, qui... Jean-Claude. Jean-Claude. Ah oui, d'accord. Qui viennent de faire une escale à Palma et qui vont en direction de Tenerife. Ils partent en vacances dans les Canaries. Hein. Donc on a le vol JK297 qui survole le secteur. À 22h02,
la tour de Barcelone contacte le vol JK-297 pour leur demander s'ils peuvent changer de fréquence radio et eux aussi écouter ce signal inconnu. Pour avoir une confirmation secondaire de ce qu'eux ils entendent. Alors le commandant de bord qui s'appelle Terrada va recevoir lui aussi l'émission radio et il va dire dans un des témoignages que ça correspond pour lui, c'était comme une sirène d'alerte, un message d'alarme avec un son qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait. Quelques mots sur ce pilote, il a 34 ans, à l'époque il a 8000 heures de vol. C'est un ancien de l'armée de l'air, il est connu pour son calme, son sérieux, donc c'est un pilote de confiance. Il a un copilote qui s'appelle Ramon Suassou, qui est un peu plus jeune, il a 28 ans. Il a un peu moins de 3000 heures de vol, mais sur ses 10 ans de vol, il en a fait 9 dans l'armée de l'air lui aussi. Alors je ne parle pas de l'armée de l'air espagnole, ce coup-ci c'est l'armée de l'air équatorienne, hein, mais bon. Pour les deux, c'est un signal d'urgence. Donc à 22h05, c'est ce coup-ci le vol équatorien, le JK-297, qui demande à la tour de contrôle de Valence de confirmer un autre trafic à proximité. À environ 4 ou 5 000, c'est 1 000, c'est 1852 mètres, hein, donc ça fait en gros 8 km. Sur la gauche de l'appareil. Et la tour de contrôle répond aucun trafic. Alors, l'avion que vous avez sous les yeux ici, vous l'avez peut-être reconnu, il ne vole plus, c'est une Caravelle. Ouais, c'est une Caravelle. La Caravelle précise qu'elle a bien en vue à environ 3000, toujours sur la gauche, à ces 10 heures, à peu près au même niveau, deux lumières rouges, fixes et intenses. À Valence, on lui redit, mais il n'y a pas de vol en ce moment, dans ce secteur. Alors là, on a, après l'émission radio inconnue, on a un phénomène visuel qui est signalé. À 22h08, les lumières continuent d'accompagner la Caravelle. Toujours sur la gauche. Barcelone et Palma se sont concertés. Toujours pas de trafic nulle part. Personne n'a de trafic. Alors bon, le commandant commence à s'inquiéter parce que vous avez suivi, il était à 4-5 000, puis il est à 3 000, et puis il se rapproche. Donc il se dit à un moment donné, voilà. Donc il décide de changer de trajectoire. Alors apparemment à l'époque on ne demande pas, en tout cas en Espagne, l'autorisation de changer de trajectoire, puisque la retranscription de la bande indique que le pilote de son propre chef décide de faire monter son avion. Donc l'avion monte, il augmente l'angle d'ascension, mais les lumières font de même, et même accélèrent et passent devant. Encore, enfin, j'étais déjà à ces 10 heures, mais elles passent un peu plus devant. Du coup, le commandant, Terrada, face au risque de collision, décide de changer de cap. Il ne va plus à Tenerife, il met le cap sur Manissé, c'est-à-dire l'aéroport de Valence. Par précaution. Le contrôleur de Barcelone propose de contacter l'armée de l'air. Évidemment, le commandant du vol JK-297 accepte. Alors les passagers pendant ce temps, apparemment qu'est-ce qu'ils font? Ils ne regardent pas dehors, sauf quelques-uns. Il y en a 2-3 qui signaleront une fois au sol avoir observé des lumières, mais sans s'inquiéter. Pour eux, c'était notre avion qui se baladait par là, alors que les tours de contrôle disent qu'il n'y a pas d'avion. Ensuite, Barcelone, qui a contacté l'armée de l'air, va faire une deuxième chose. Activer son radar primaire. Alors, les radars à la base sur les aéroports ou à côté sont des radars qui reçoivent un transpondeur, vous le savez tous, j'imagine. Et le radar... non, c'est le radar qui émet des ondes de radar. Lui est un radar actif et qui ne sont pas activités en permanence. Donc sur le radar civil, rien. À 22h11,
comme les lumières sont toujours là et continuent à se rapprocher, alors on va parler tout à l'heure de quelques centaines de mètres, un demi-kilomètre, peut-être 500 mètres, le commandant décide de se poser à Manises. Puisque ça ne cesse de se rapprocher, prenons une décision qui va éviter définitivement le choc, posons-nous. Le trafic inconnu continue à le suivre. À 22h12, la défense informe qu'elle est informée de l'incident. À 22h15, l'avion perd de l'altitude. Les lumières restent visibles sur l'arrière gauche de l'appareil. À 22h16, la tour de contrôle de Valence prend le relais de celle de Barcelone. Et à 22h24, l'équipage cesse d'observer les lumières. Et au même moment, à peu près, le signal sonore sur la fréquence de tout à l'heure cesse. À 22h29, un radar militaire qui s'appelait Pégase à l'époque, qui était le radar militaire principal de tout le sud-est de l'Espagne. Pégase signale avoir eu un contact non identifié à 9000 pieds, c'est-à-dire à peu près 2,7 km de la caravelle. Et le vol civil se pose à 22h45. Ça fait 20 minutes pour se poser alors qu'il est à côté. Ça peut paraître étrange que ce soit aussi long, mais en fait il a dû faire des tours parce qu'il n'a pas eu l'autorisation de se poser avec le carburant qu'il avait à bord. Il a tourné pour épuiser, pour arriver à un certain niveau de carburant et qu'il soit autorisé à descendre. Alors Pégase, est centré, le radar de Pégase est à Torrejon, pour ceux qui connaissent, c'est un peu à l'intérieur des terres. C'est aussi là où se trouve le quartier général de la défense aérienne espagnole. Cette décision du pilote civil Terrada de se poser est la première de l'histoire de l'aviation en Espagne, à cause d'un ovni. On aurait pu croire qu'il risquait sa tête parce que, d'une part, la compagnie équatorienne va l'allumer parce que ça va coûter, j'imagine, très cher à la compagnie. La compagnie ne va pas lui chercher d'histoire pour deux raisons. L'aviation civile espagnole va lui donner raison et l'armée de l'air espagnole aussi. Donc finalement, il va passer pour un héros et non pas pour le gars qui a fait perdre je ne sais combien à la compagnie équatorienne. Alors, évidemment, quand un avion se détourne et se pose sur un aéroport où ce n'était pas prévu, le bruit court vite dans l'aéroport. Et quand c'est à cause d'un ovni, ça court encore plus vite. Alors les gens de l'aéroport, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le nez dehors. Que ce soit les contrôleurs aériens, les mécanos, tous, ils sont sortis. Et parmi le personnel, on peut retenir un certain nombre de témoignages. Par exemple, certains ont vu 3 lumières scintillantes avec du vert, du rouge, du blanc. Au-dessus de l'aéroport, on a vu une lumière rouge et verte. Au-dessus de Valence, plus loin, une lumière blanche. En direction de Sagonte, une lumière rouge et verte. Bref, plusieurs témoins ont observé des phénomènes lumineux aussi, qui vont finir par disparaître. Ça dure quelques dizaines de minutes et ça va disparaître. Parmi les témoignages les plus sérieux, il y a 2 contrôleurs aériens de l'aéroport qui sont sortis avec des jumelles. Et eux, qu'est-ce qu'ils déclarent? Ils ont vu des feux de navigation semblables à ceux d'un avion en réaction et s'éloignant vers le sud. Alors, il y avait déjà un avion en réaction de l'armée de l'air espagnole dans le ciel à ce moment-là. C'est celui-ci. C'est quoi ça comme modèle? Un Mirage. Ouais, un Mirage F1. Ouais. Ils ont fait décoller un Mirage F1 pour aller voir ce que sont ces lumières. Mais les contrôleurs voient un avion en réaction se diriger vers le sud. Pour ceux qui le connaissent, c'est vers la Albufera, c'est une espèce de marée d'étang qu'il y a au sud de Valence. Or, à ce moment-là, il est où? Au moment du témoignage des 2 contrôleurs, l'avion, le F1, il est en poursuite vers le nord-ouest, vers Casinos ici. Donc ça ne peut pas du tout être celui-là qu'ils sont en train de voir se diriger vers le sud.
Et à ce moment-là, l'armée de l'air espagnole a consigné tous les avions au sol ou les a détournés. Donc en dehors du Mirage F1, normalement, il n'y a plus rien qui vole dans le sud-est de l'Espagne. Et quand je dis dans le sud-est, y compris en Méditerranée, hein, sur les eaux espagnoles. Alors tout ça, c'est facile à savoir parce que dans le document qui est très bien fait de l'armée espagnole, vous avez les horaires de chaque témoignage. Et vous avez les horaires et le déplacement de l'avion. Donc c'est pas mal fait. Alors cet avion, 23h42, il a décollé de la base de Los Llanos à Albacete. Albacete, bon, on ne le voit pas, mais ici, mais c'est plus bas, c'est plus au sud. Or, il se trouve qu'à Manises, on a aussi des avions de l'armée de l'air espagnole. Nous en avons fait décoller un de 160 km, en gros plus au sud, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. À son bord, on a le capitaine Fernando Camara. Il a reçu pour mission de vérifier si un intrus vole dans le ciel espagnol. Si c'est le cas, l'identifier. Et si je n'oublie pas, ou vous me le rappellerez, il a une troisième mission, mais qui à l'époque est tenue secrète, et dont il parle dans un des documentaires que j'ai sélectionné. Alors, pourquoi un F1 qui vient de 160 km plus au sud? En fait, il a une caractéristique que les F4 de Manises n'ont pas. On a des Mirage F1 à Albacete et des Phantom F4 à Manises. Quelles sont les caractéristiques? En gros, même vitesse, même puissance, ça c'est pas le souci. Mais le Mirage F1 est équipé d'un projecteur qui peut être latéral comme frontal, il tourne, et il sert à quoi? À identifier les aéronefs. Donc, sa première mission, c'est vérifier qu'il y a quelque chose et identifier. Donc, on a choisi un F1. Donc là, c'est un dessin tiré du livre de Benitez où on montre le Mirage illuminant un autre appareil. Celui-là n'était pas en vol à ce moment-là. C'est une B-52. Oui. Ça me disait quelque chose. Lui est réacteur, il n'y a que lui. Les vitesses, c'est quoi? Je vous ai parlé de vitesse, c'est à peu près Mach 2,2 les deux. Ça fait, je sais plus, tiens, la conversion c'est quoi? 1800, 1900 km/h, un truc comme ça. Presque 2000. Presque 2000. Ouais, presque 2000. Ça dépend de l'altitude. Oui. L'armement est le même. C'est vraiment comparable. À part cette histoire de projecteur, c'est comparable. Toutefois, il faut savoir que le F1 est resté en service dans l'armée de l'air française jusqu'à il y a 2 ans. Ils ont retiré les derniers en 2016 ou 2017. En 79, c'est la pointe de la technologie mondiale. On ne fait pas mieux. Il est plus léger que le F4, plus maniable. Il emporte un petit peu moins d'armement. Mais bon, pour vous donner une idée, à une époque bien plus tardive, en 1995, on a eu un conflit entre l'Équateur, justement, et le Pérou. Le Pérou était équipé à l'époque de Sukhoi 22 et l'Équateur donc de Mirage F1. Le résultat était sans appel, Sukhoi 22 tous au tapis, F1 tous rentrés. Ça a été vite vu. Voilà. Donc c'est quand même du bon matériel, surtout à l'époque. Alors c'est une histoire que je ne peux pas raconter au Pérou par exemple, parce que j'ai un bon copain qui est retraité, qui était capitaine de l'aéronavale péruvienne. Ce passage-là, il n'aime pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le Mirage qui a décollé. Ils ont eu le temps de s'équiper un avion soviétique. Eh ben oui. Ben après, remarque, après, ils ont changé. Ils ont acheté des Mirage 2000. Hein. Ça a servi à quelque chose. Dès les premières minutes du vol, donc, le Mirage capte les émissions radio. Hein, celles de tout à l'heure. Alors là, pour repréciser un petit peu, on est à Valence, Sagonte, Columbretes. Retenez ce petit truc. En fait, c'est un archipel sans importance en temps normal, mais pour l'histoire, il va y avoir quelque chose.
le pilote du F1 connaît ces émissions radio. Il en a entendu, plutôt pas vu, des proches, pas les mêmes, mais des émissions radio de ce type, il connaît. Il connaît. Parce qu'il a été engagé dans un exercice qui s'appelait Crisex 79, puisqu'on était en 79, quelques mois plus tôt, avec les bâtiments de ce beau bateau qui est là, qui est un porte-avions des États-Unis qui s'appelle le Nimitz. Quelques mois plus tôt, il y avait eu un exercice entre l'armée de l'air espagnole, la marine espagnole, et puis le groupe du porte-avions Nimitz. Et ce système de sirène est un système de brouillage radio que les États-Unis utilisent. En tout cas que la marine et l'aéronavale des États-Unis utilisent. Un système proche, pas le même dit-il, mais proche. Donc forcément, on a, lors de l'enquête qui a été faite, que ce soit par les militaires, vous allez voir que suite à cette observation, les militaires de l'armée de l'air espagnole vont nommer ce qu'on appelle un juge instructeur qui va enquêter. Et bien, Benitez aussi, ça va être la première idée en fait. Si Camara il dit que ça ressemble à ça, c'est que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Pour la petite histoire, le Nimitz, si vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 1980, c'est le même groupe de bateaux et de soldats qui ont essayé de libérer les ambassades de l'otage, les otages de l'ambassade en Iran à Téhéran. C'est le même groupe aéronaval. Et avec le manque de succès que l'on sait, c'était l'opération Eagle Claw, pas Crow, c'est ça, Claw, c'est ça. Bref. Alors, comme c'est le premier suspect, là vous avez le ministère de l'air, de l'armée, enfin le quartier général, si vous voulez, de l'armée de l'air espagnole. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent les États-Unis, bien sûr. Ils demandent officiellement, le général, je ne sais plus lequel, le général espagnol écrit un courrier très officiel pour demander aux États-Unis c'est quoi ce bordel? Vous avez des bateaux au large de l'Espagne, on n'est pas au courant. Il y a des avions qui volent sur nos terres de chez vous, on n'est pas au courant. La réponse, elle est simple. Elle est là. Ils disent quoi? Ils n'ont aucun avion ni aucun bateau. Aucun avion de cette flotte, pardon, qui puisse être concerné par l'incident. Il n'y a aucun bateau de l'US Navy dans le secteur. Le plus proche, à l'époque, est un porte-hélicoptère. Ça ne cadre pas avec les observations. Le phénomène est trop rapide, trop évolutif. Ça ne cadrera pas du tout, le porte-hélicoptère. Vous allez voir que le F1 va se faire distancer par le phénomène OVNI. Si c'était un hélicoptère... Alors, très vite, il va repérer les lumières. Donc c'est le commandant du F1, le capitaine Camara. Il les voit s'éloigner dans le ciel. Pégase, qui est le radar, je vous le rappelle, lui dit qu'il est tout seul, et pourtant lui, comme le vol civil, voit les lumières. Pégase va lui demander d'abandonner pour revenir sur Valence. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, les gens de l'aéroport sont sortis. On a plein de témoignages qui arrivent à l'armée qui disent, voilà, on a des lumières sur Valence, sur le port, il y a 2 points lumineux vers le sud, et lui, là, avec le F1, il est en train de foncer vers le nord, vers Sagonte, à la poursuite des lumières. Donc, demi-tour. En approchant de la ville, effectivement, il voit des lumières rouges et vertes. Première réaction, ça pourrait être un avion. Rappelez-vous les lumières. Seulement, il n'y a pas d'avion. Le dernier qui avait en l'air, c'est le vol JK 297 et il est posé. Quelle heure il est là, à peu près combien de temps Alors... là, je ne sais plus, je ne peux plus vous dire là de mémoire. Il a décollé à 23h, combien j'ai dit? 05. À peu près 25-30 minutes plus tard. L'ensemble du vol va durer un peu plus d'1 heure et demie.
Donc, Pégase confirme qu'on continue d'observer les lumières. Lui, il ne voit toujours rien, mais il reçoit les rapports. L'écran radar du F1 ne voit rien du tout. Pégase finit par observer un objet, non, enfin, il dit qu'on observe un objet immobile à 2500 mètres d'altitude. On continue, j'accélère un peu. Un objet, le capitaine continue de le pourchasser, il vire vers le nord, il repart vers le nord à nouveau pour poursuivre le nouvel objet, enfin le nouveau phénomène lumineux dans le ciel, vers Sagonte, sur le littoral vers le nord. Au bout d'un moment, le quartier général veut savoir si les camarades pensent qu'il s'approche des lumières ou pas, ce qui semble assez logique finalement. Camara répond qu'il n'en sait rien. Il continue à poursuivre les lumières vers le nord, je vous rappelle une deuxième fois, et il ne sait pas s'il peut s'en rapprocher. Pégase n'a toujours aucun contact radar. Pégase le laisse continuer vers le nord. Les lumières deviennent plus intenses, et pourtant là encore, il n'est pas sûr qu'il se rapproche. Il voit les lumières mieux, si vous voulez, plus brillantes, mais il n'arrive pas à évaluer la distance. Bon, de nuit, évidemment. Bon, alors Pégase. On est bien d'accord que lui, il profite de quelque chose, Oui, mais sur l'aéroport, il est toujours... Voilà. Il est passé au-delà de Sagonte à la poursuite de quelque chose, vers le nord. Il les voit de plus en plus brillantes. Oui, ça c'est lui, mais à l'aéroport, il voit toujours des trucs. À l'aéroport Oui, et à Sagonte aussi. Et à Sagonte aussi. Ah, donc, oui. Donc il y a les témoins de l'aéroport qui continuent à observer. Sur le port. Sur le port, la ville, et il y avait un troisième point, et Sagonte. Et le troisième point, c'est Sagonte. Et donc au bout d'un moment, on lui ordonne de faire demi-tour, il repart vers Sagonte. Bon, je vous ai remis une carte pour repréciser un petit peu tout ça. Hein, il fait ses yo-yo nord-sud, sud-nord, nord-sud, sud-nord. Et quand il revient vers Sagonte, effectivement, encore une paire de lumières, semblable à ceux qui poursuivaient vers la mer au-delà de Sagonte. Il faut rappeler le triangle vers l'archipel. Bon, même type de lumière. Et puis là, il y a du nouveau. N'oubliez pas, je ne l'ai pas répété, mais je l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, il reçoit sur la fréquence que j'ai déjà oublié, il reçoit le signal ponctuellement. Et là, qu'est-ce que c'est ce nouveau? Le F1 est illuminé par un radar, qui n'est pas celui de Pégase. Il est illuminé par un radar d'attaque. D'abord, par la gauche, puis de face. Par la gauche, ça veut dire que ça vient de la mer, en gros. Là, il est reparti. Puis de face, c'est-à-dire que ça vient de la région de Sagonte, Valence, Roi-de-Nord. À ce moment-là, le radar militaire Pégase annonce un nouveau contact, furtif. Mais il y a quelque chose, dit-il. Le radar du F1, lui, il est toujours dans la choucroute. On va voir si ça marche. C'était branché? ¿Ça marche pas? Sí, esa es la ciudad de En la radio me empezó a entrar una señal, es un pero digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia, pero a mí Dès qu'il y a un peu de son, dès qu'on lui met de la puissance. de amenaza mala que llevan los aviones estos, me indicaba que estaba iluminando una señal electromagnética, una señal rara. Tenía para decirse si lo que se estaba iluminando era un misil o un radar de onda continua, que es normalmente el que ese radar se va un misil. Je ne sais pas si vous avez entendu. Hein. Bon, bref. Ce qu'on a loupé ou mal entendu, c'est que d'abord, vous avez entendu le wou 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 qu'il faisait. Bon, on a limité la sirène. C'est une interview où il va imiter la sirène, le son là, sur la fréquence radio. Et puis ensuite, c'est pas grave si ça marche pas. Et ensuite,
il disait qu'il expliquait, alors c'est pas des véritables images, ça c'est une reconstitution, il expliquait que son appareil était illuminé par un radar d'attaque, comme ceux qu'ils utilisaient quand ils se préparaient à tirer un missile sur l'avion d'en face. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'avion dans le secteur, il n'en voit pas en tout cas, lui il n'en voit pas. Ces impulsions radar se sont mises à lui arriver dessus de tous côtés. Il informe Pégase, et Pégase, qu'est-ce qu'on lui répond? Asombroso, c'est quoi? C'est stupéfiant. Voilà tout ce qu'il trouve à répondre. Hein, c'est stupéfiant, mais aucune réponse, aucun élément de réponse. Bon, finalement, au bout d'un moment, il prend la direction de Valence, puis Albacete, parce que ça va faire 1h30 qu'il vole, et que le combustible, il commence à plus rien avoir. Peu avant d'atteindre Albacete, donc il a dépassé Valence, là il est au sud de Valence. Le Mirage est à nouveau approché par un radar, par la droite et l'arrière. Toujours rien sur Pégase, toujours rien sur le radar du F1. Puis il est accroché à nouveau ce coup-ci par la gauche, la droite et l'arrière. Puis il se repose après 1h30 de poursuite. Côté performance, il n'a pas poussé l'avion au maximum pour attraper les lumières, hein, puisqu'il avait plusieurs cibles potentielles, il a essayé d'économiser un peu le carburant, et il n'est monté qu'à 1,4 Mach, donc 1400, 1500 presque km/h. On reviendra sur Camara plus tard. Alors, parmi tous les témoins auditionnés, vous avez bien sûr le pilote et le copilote de l'avion civil. Le pilote du Mirage F1 qu'on vient de voir, Camara. Un lieutenant-colonel de l'armée de l'air espagnole qui se trouvait sur l'autoroute à côté de Valence et qui a observé des phénomènes lumineux lui aussi. Un ingénieur aéronautique qui était sorti, qui était à l'aéroport de Valence. Un capitaine de l'armée de l'air, des contrôleurs aériens civils et militaires. Tout ça, je voulais lister. Pourquoi? Parce qu'on a une qualité des témoins qui est quand même assez impressionnante là. Ce sont des gens qui sont confrontés à la technologie de l'époque, qui sont des gradés ou des ingénieurs. Alors, a priori, ils ne racontent pas trop de conneries. Alors, voici Benitez, le journaliste du début. À l'époque, je vous l'ai dit, je crois, il habite à côté, il habite à Valence. Hein, donc il est sur les lieux très vite. Dès le lendemain, en fait, le 12 novembre, il va s'apercevoir, en allant sur le terrain, qu'il y avait une visite prévue du ministre des Transports de l'époque, et que, donc dès le 12, le ministre des Transports espagnol est mis au courant par le directeur de l'aéroport civil que sur son aéroport, cette nuit, il s'est passé des choses assez bizarres. C'est le hasard que le ministre soit là. Un total hasard. La visite était programmée depuis des semaines. À moins qu'il n'y ait pas de hasard, j'en sais rien. Si... Oui, mais bon. Moi, je me pose la question. Mais non, a priori, c'est un total hasard. C'est un total hasard. Alors, le directeur de l'aéroport, il s'appelle Miguel Morlan. Il raconte tout au ministre. Hein. Il a eu le rapport de ses subordonnés, il a parlé avec les militaires de la base. Il déballe tout à son ministre. Autant dire que le ministre, il n'en a rien à cirer, il s'en lave les mains. Ah, il s'en fout. Hop. Donc voici l'aéroport. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé de photos de l'époque. Une consigne va être donnée aux employés civils. Ah oui, c'est pas affiché. C'est surtout ne plus parler d'OVNI. On n'en parle plus. On est toujours sous le régime de Franco là. Ah oui, non. 79, non, 75, il est mort. J'allais dire 3 ans, oui. Ouais. 4 ans après. Mais... Ouais. Non, la consigne n'a rien à voir, là, mais les militaires ont demandé qu'on ne parle plus d'OVNI. Alors évidemment, ça ne va pas du tout marcher. Les passagers allemands et autrichiens, surtout autrichiens, mais il y avait quelques Allemands, ont fini par passer la nuit à Manises, à Valence. Ils sont furax, ils devaient être à Tenerife, en retard de 24 heures. Ils sont convaincus que l'aéroport cache une défaillance de la Caravelle,
qu'il y a eu un gros ennui mécanique. Ils vont faire un random pas possible pour être remboursés, machin, bidule. C'est assez cocasse, mais rien à voir avec le phénomène ovni. Pour info quand même, là on est le 11, le 12 du mois précédent, l'avion avait été révisé en totalité. Il avait été immobilisé plusieurs jours pour ça. Donc l'instruction est donnée de centraliser toute l'information auprès de l'aviation civile de Madrid. Pas l'armée, mais l'aviation civile de Madrid. Alors Benitez va voir le directeur de l'aéroport, M. Morlan, que vous avez là, et qui le reçoit bien aimablement dans son bureau. Il lui dit qu'il a effectivement lui aussi vu l'OVNI, sa femme, ses enfants ont vu le phénomène OVNI. Il va lui parler de l'émission radio Inconnue. Il va lui parler de l'arrivée inattendue du vol de la TAE, du signalement de possibles OVNI par les tours de contrôle de Valence, Barcelone, machin, bidule, et d'une lumière étrange qu'il a pu voir lui au-dessus de la zone de stockage du carburant alors que l'équipage descendait de l'équipage du TAE descendait de l'avion. Et il fait tout ça avec un beau dossier estampillé armée de l'air espagnole sur son bureau. Sous le nez de Benitez, qui pendant tout l'entretien n'a qu'une envie, c'est prendre le dossier. Il va même lui raconter plus de choses. Là je vais faire vite pour essayer de gagner un peu de temps. Il va lui raconter une autre histoire qui s'est passée dans le secteur avec un avion qui allait aussi vers Valence, en direction de Valence. Mais c'était un avion plus petit, c'était un Piper 31 Navarro, quelques années avant, qui a eu exactement le même d'observation en se dirigeant vers Valence. Donc, il transportait des hommes d'affaires, je vais vite, juste pour dire qu'il y a déjà eu un antécédent. Donc pareil, la lumière elle avait volé à côté de l'avion, etc. Un autre radar à l'époque, qui était le radar Bolero, avait... Bon, bref. J'accélère. Hop. Et le 22 novembre, il va rencontrer le pilote et le copilote du vol civil. Donc, vous avez ici le pilote, Benitez, le pilote et le copilote. Ça, j'ai pas réussi à trouver qui c'était. Peut-être une membre de l'équipage ou... Voilà. Donc, ils vont lui apporter pas mal de précisions. Selon le pilote civil, la fréquence, le signal reçu sur la fréquence, provenait très certainement de la mer et pas de la terre. Ça, les militaires n'en parlent pas du tout. Et pour lui, il était étonné parce que d'habitude, ces signaux d'urgence ressemblaient à du morse. Là, c'était pas le cas. C'était une sirène. Vous avez entendu tout à l'heure le wou. Il dit que le contrôle civil donc, de Barcelone a estimé que la balise qui émettait, enfin l'émetteur de ce signal, était à 40 000 au nord-est de Valence, au large de Sagonte. 40 000, ça fait 64 km. Ça ramène à peu près au niveau de l'archipel dont on parlait. Ce qui a le plus surpris le pilote, ça c'est un dessin que j'ai pris dans le livre de Benitez aussi, ce qui a le plus surpris le pilote, c'était qu'il avait l'impression que le phénomène lumineux, l'OVNI, manœuvrait non pas en réaction par rapport à lui, mais en même temps, ou même anticiper un petit peu. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais qu'à un moment, il a augmenté son ascension, et que le phénomène OVNI a le fait de même, et puis accéléré, etc. Et pour lui, tout le vol, ça a été pareil, c'est que le phénomène anticipait ce qu'il allait faire. Donc c'est clair pour l'équipage, en tout cas pour le pilote et le copilote, c'est un engin qui était piloté par une intelligence quelconque. Bon, après, on va faire un petit peu d'espionnage. Benitez a un vieux pote qui est colonel dans l'armée de l'air.
Bon, alors, il le contacte discrètement par les cabines téléphoniques, machin, il se fait reconnaître, il lui donne rendez-vous dans un hôtel, hein, celui-là, à Madrid, à 22h, je ne sais plus combien du soir, discrètement. Bon. Et son copain, le colonel... C'est le jour de la baignoire pour qu'on n'entende rien. Non, ça non, c'est pas écrit. Mais c'est pas le... Non, mais j'y pense. Non, mais c'est classique, mais en fait, Benitez, il est... À l'époque, en tout cas, il aime bien, j'ai l'impression, quand il a écrit son bouquin, il aime bien montrer qu'il est aux limites de la loi et voire même... Tout à l'heure, je vous disais, bon, j'ai voulu faire vite et puis j'essaie de louper, je vais y revenir dessus. Il y avait le gros dossier de l'armée de l'air. Hein, bon. À un moment donné, pendant l'entretien avec le directeur de l'aéroport civil, il y a le téléphone qui sonne, c'est madame qui demande son mari, donc le mari va rejoindre madame pendant un quart d'heure, il n'est plus là. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il fait Benitez? Il attrape le dossier, il a un appareil photo et il prend autant de photos que possible, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pellicule. Et puis revient le directeur Morlan, et là, le gars, le journaliste qui transpire, qui est mort de peur s'il s'aperçoit d'un truc. Et puis bon, tout se passe bien, à la limite on peut même croire que le directeur est sorti exprès pour lui laisser le temps d'eux. Bref. C'est pas bon quand j'accélère, après je reviens sur les vieilles histoires. Donc là il rencontre son ami colonel de l'armée de l'air, et effectivement il lui confirme qu'il s'est bien passé pour l'armée de l'air, en tout cas espagnole, il s'est bien passé un truc à Manises, qu'un pilote de F1 a pourchassé des ovnis, et il lui reprend les grandes lignes de ce qu'on connaît maintenant comme étant le rapport des classifiés de 95, hein, de 94, mais qu'on a pu avoir en 95. En fait, il lui raconte les grandes lignes de ce qu'on peut voir dans le rapport. Sachant que le rapport lui-même, contrairement à ce que vous pourrez parfois voir sur le net, n'a pas été rédigé en 94 ou 95. Il a été rédigé dans les mois qui ont suivi 79, novembre 79. Les 150 pages s'étendent en gros de novembre 79 à mi-80. Donc, qu'est-ce qu'il tire comme conclusion, Benitez? 3 ovnis au moins pour lui ont été vus cette nuit. Ça pourrait, vous rappelez les 2 sur Valence, celui sur Sagonte, ça pourrait correspondre. Plus de 40 personnes ont vu quelque chose le 11 novembre 79, parmi lesquels ceux que je vous ai cités, mais pas que, on va revenir sur un tout à l'heure, que je n'ai pas encore cité. Ces phénomènes ovnis ont été pris en chasse par un mirage F1 qui a échoué. Alors peut-être que c'est le moment là de vous donner la 3e mission du mirage F1 que Camara va révéler à une radio de Valence. La 3e mission, c'était, je vous rappelle les 2 premières, intercepter, identifier, abattre. C'était la 3e mission. Ben, comme il n'a pas intercepté, il n'a pas battu. Et pour Benitez, ben, ce qui est clair dans sa tête, c'est que ces ovnis n'ont rien à voir avec notre civilisation. Donc pour Benitez, c'est extraterrestre. Alors ça, c'est pas le rapport de l'armée de l'air, c'est le livre de Benitez, puis les articles aussi, parce qu'il a publié des articles dessus. Alors une question en particulier l'interpelle, et c'est vrai qu'elle est intéressante. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un vaisseau extraterrestre s'intéresse de si près à un vol civil, par exemple, parce que c'est l'origine. Enfin, il y a le signal radio, mais l'origine du décollage de l'avion, c'est qu'il y a un vol civil en danger. Donc un F1 va voir ce qui se passe. Alors, le juge instructeur, c'est la partie la plus intéressante du dossier de l'armée. En fait, lui, il a dans ses mains tout ce que l'armée a pu obtenir comme info. Il est du grade de capitaine de l'armée de l'air espagnole. Il est assez jeune. Il a la trentaine passée. Il n'a aucun a priori. Il faut reconnaître qu'il a fait un beau boulot et absolument neutre dans sa démarche. Alors, on va en parler un petit peu. Il reprend point par point tout le dossier. Il va aller jusqu'à revoir certains témoins, les réinterroger.
il va écouter tous les dialogues. En fait, il y a des bandes de son. Hein, alors par contre, elles sont difficilement compréhensibles aujourd'hui. Elles ont été dégradées, la conversation c'est pas bien faite, la conservation pardon, c'est pas bien faite. Mais il y a des bandes de son pour les pilotes civils, il y a des bandes de son pour le pilote militaire. Il y a tout qui est disponible. Et après avoir étudié son dossier, les enregistrements radar aussi de Pégase, rappelez-vous ponctuellement, Pégase détecte quelque chose qui vole, en plus du VF1. Donc il déclare, je vous le fais en français, qu'il est nécessaire de considérer l'hypothèse qu'il existe effectivement un appareil d'une provenance inconnue et impulsé par une énergie tout aussi inconnue. C'est en rapport toujours avec les performances. Le F1 n'a pas pu rattraper. Donc si à l'époque un F1 ne peut pas le rattraper, c'est que c'est pas fait par nous, a priori. Donc c'est la définition finalement de OVNI, hein. C'est un objet volant non identifié. Bon, c'est pas celui-là. Toutefois, comme le pilote Camara n'a pas été assez bon pour l'intercepter, ben, il n'a pas de preuves, le juge instructeur. Il a des témoignages, il a des faisceaux concordants, mais il n'a pas d'éléments suffisants pour obtenir une certitude. Mais comme il n'y a pas d'éléments suffisants pour obtenir une certitude, il n'y en a pas non plus pour rejeter les hypothèses. Donc il va conserver tout un panel d'hypothèses qu'il va admettre comme possibles, certaines plus probables que d'autres. Alors, là quand même il y a un couac, oui c'est vrai que j'ai le temps en lisant ça, et on va en mettre après ça. Dans les conclusions de juge instructeur que j'ai dû relire 10 fois, il y a des indices qui montrent clairement que tout le dossier n'est pas en ligne. Il fait notamment référence à 2 photos. Dans le dossier, je ne l'ai pas encore montré, elle sera après, dans le dossier il y en a une. Et il y a quelques éléments de son discours où il semble se référer à des informations qui viennent du dossier militaire que je n'ai pas trouvées, moi, dans le dossier. Donc est-ce que lors de la déclassification on n'a pas tout déclassifié, ou est-ce que là encore il y a eu un problème de conservation des documents entre 79 et 94, est-ce qu'il s'est égaré quelques feuilles, je ne sais pas. Et il y a quelques trucs... Bon. Alors, les explications possibles. Pour le vol civil, déjà, parce qu'il a bien tout catégorié. Première explication. Vous n'avez plus rien à jeter, c'est bon? Je risque rien. Première explication, des reflets des lumières de navigation. De la caravelle, bien sûr, sur des cristaux de glace. Il écarte l'hypothèse, tout comme les pilotes civils qui se sont expliqués, écoutez, on connaît, et puis les reflets sur des cristaux de glace, ça n'a pas la taille de lumière rouge énorme comme ça, machin bidule. Bon bref, ça ne tiendra pas la route. Une confusion avec une étoile ou une planète. Oui, dit le juge instructeur, oui. Oui, mais enfin là, il s'est planté avec au moins 3 étoiles et planètes différentes. Ça fait peut-être beaucoup, surtout pour un pilote militaire. Un autre avion de provenance inconnue. Ça, c'est probable, dit-il. Pour lui, c'est très probable. L'ennui, c'est effectivement les performances de cet avion. On s'est allé en 79. Aujourd'hui, on n'a pas d'avion capable de distancer un F1 comme ça a été fait. Plusieurs avions de provenance inconnue. Bon. Alors, là je reviens sur le porte-hélicoptère. Je vous ai dit qu'il y avait effectivement un bateau qui était un peu à la traîne. En fait, le groupe aéronaval du Nimitz était parti vers le Moyen-Orient, où les tensions étaient déjà très, très importantes. Et on avait un porte-hélicoptère qui était le premier de la classe Iwo Jima et qui s'appelait l'Iwo Jima, qui venait de la flotte du Pacifique et qui était en train de rejoindre la flotte de Méditerranée. Et effectivement, il est très loin, mais alors très loin au large de l'Espagne à ce moment-là, le 11 novembre 1979. Il a été calculé que les hélicoptères auraient pu faire le trajet jusqu'à la côte
Mais le ministère de la Défense espagnol a rejeté cette hypothèse étant donné les performances signalées par les témoins, le pilote, etc. Il y a au radar en plus. Et les hélicoptères, oui, tu as raison, ils auraient été vus au radar. Oui, je l'ai dans mes notes, mais je ne l'ai pas lu. Ils auraient pu les rattraper. Les éco-radars auraient été visibles. Le feuille, il a rattrapé les hélicoptères. La suggestion collective. Oui, une hallucination. Tout le monde a eu une hallucination. Ça a été envisagé, ça a été rejeté. Les psychiatres disent que ça n'existe pas. Je sais pas, ça n'existe pas? Les psychiatres disent que les hallucinations collectives, ça ne peut pas exister. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce juge instructeur, c'est que toutes les hypothèses dont je viens de vous parler, c'est lui-même qui émet les hypothèses et qui les explique, qui émet les réponses négatives et qui les explique. Il se fait aider évidemment de spécialistes, y compris des pilotes. Alors le gars dont j'ai pas parlé, qui est témoin aussi, c'est un mécanicien de chez Renault. Bah oui. Alors ce brave mécanicien qui s'appelait José Clement était sorti parce qu'il aimait bien faire des photos de la Lune la nuit. Donc... Ça, c'est pendant qu'ils ne faisaient pas grève. Pas grève chez Renault. Chez Renault, ils font pas grève. Hein. C'est la SNCF. À l'époque, on a vu. Ah, ah ouais. Surtout en Espagne. Non, mais non. Donc, il fait des photos de nuit le 11 novembre. Et puis, il voit passer un phénomène lumineux à toute vitesse dans le ciel. Et ben, il fait deux photos. Pardon, il fait deux photos. Je m'étrangle, désolé. Il fait deux photos en vitesse. Et dans la foulée, il voit passer un avion de chasse qu'il n'identifie pas, mais donc le Mirage F1 très certainement, et il voit passer un avion de chasse qui leur court après. Ces deux photos, comme je vous disais, elles sont mentionnées par le juge instructeur dans le dossier. Il n'y en a qu'une. Ouais. La photo, ça? C'est la photo. Avec ça, Quoi, elle n'est pas bien? Ils ont regardé la meilleure. Ah oui, ils ont gardé la meilleure. Ouais. Peut-être. C'est te dire que c'est pareil. Bon, alors ce brave José Clement va avoir quelques déboires. Il va être interviewé par l'armée de l'air espagnole qui va lui confisquer ses photos, ses négatifs, tout. Bon, il émettra par la suite quelques doutes sur l'origine de ces militaires espagnols qui lui ont tout confisqué, mais c'est bien l'armée espagnole qui a tout pris. Ils arrivent loin. J'en sais rien, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, alors le plus drôle, c'est que là on est toujours au 11 novembre, même si on a fait l'enquête sur des mois, on est toujours au 11 novembre, sur le phénomène du 11 novembre. Ouais, sauf que on va pas s'arrêter là. Parce que la chasse espagnole dans la région de Valence va avoir une fin de mois agitée. En fait, tout le mois de novembre, on va avoir des observations et des sorties. Le 12, enfin quand je dis tout, non, le 12, le 17, le 28, c'est déjà pas mal. À chaque fois, même chose, on observe des lumières, des radars inconnus illuminent les mirages qui sont lancés à la poursuite. Je pense que les pilotes des F4 de Manises devaient se ranger les sangs parce qu'ils auraient bien aimé participer, je suppose. Mais c'est toujours Albacete qui décolle. Et après le 12, par contre, il n'y a plus d'interférence radio. Par contre, le 17, vous allez rigoler là, mais le 17, sur la fréquence militaire, sont captées des voix d'enfants. Ouais, je vais vous faire écouter, vous risquez de ne pas entendre grand chose, mais sont captées des voix d'enfants par, alors c'est plus Camara, c'est un autre pilote, par un autre pilote de F1, et ces voix disent en riant, hola, comment estás? Salut, comment ça va? Et des voix d'enfants assez aiguës, pendant une trentaine de secondes, donc sur la fréquence militaire,
Et c'est un sujet qui était extrêmement pris au sérieux, puisqu'il a été évoqué au Parlement espagnol, parce qu'on n'a pas trouvé d'explication à ça non plus. Salmon. Alors si vous ne comprenez pas, je vous dirai ce qu'il a dit après. Si vous n'entendez pas. Ça c'est Camara 25 ans plus tard. También sin las radios apagadas. Entonces, los casos además... ¿Me quieres decir, Fernando, con las radios apagadas, lo comenta el informe, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, dentro de la tarlinga, voces de niños, un piloto del ejército del aire. Además, esas voces creo que hicieron un avión de Iberia que volaba por la zona de Mallorca, dio parte de que había escuchado también las voces esas. Se le habían metido también ahí en su radio. Alors non seulement, je ne sais pas si vous avez entendu, mais non seulement la fréquence militaire, mais un avion civil libérial a eu sur sa fréquence à lui, et quand le militaire a voulu changer de fréquence, ça continuait, et quand il a voulu éteindre sa radio, ça continuait. Alors c'est pas Camara, lui c'est Camara, mais c'est pas lui qui l'a vécu, mais c'est son collègue qui lui en a fait le récit. Comment ça, quand il a voulu laisser dans la radio, ça fait... Ben, quand il a eu les voix de gamins sur la radio, il a changé de fréquence pour j'imagine qu'ils ont plusieurs fréquences radio, hein, le militaire. Et les voix suivaient sur la nouvelle fréquence. Donc au bout d'un moment, il a coupé la radio. Il y a eu toujours les voix. Et le pilote d'Iberia a eu les voix sur sa fréquence civile aussi. Au même moment. Il y a eu des voix sans la radio? Ouais. Ça c'est ce qu'il dit, et moi j'y étais pas. Et il les entendait dans sa tête. Mais non, puisque les pilotes civils libériens l'ont entendu aussi sur leur fréquence civile. Ah, Mais eux, ils n'avaient pas coupé la radio. Non, eux n'ont pas coupé la radio. Et si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs sont bons, c'est sur suggestion de la base, de je sais plus quelle base, Pégase ou un autre, qu'il a éteint sa radio. Le militaire, je parle. Ça c'est... Je suis tellement étonné. Il peut y avoir des gens qui sont des radioamateurs mais toutes les fréquences, qui peuvent les mettre en bande de large et les minots ils arrivent, ils jouent avec ça. Bon, c'est peut-être pas si étonnant que ça. Moi je vous rapporte ce qu'il dit, après j'ai pas d'explication. C'est le rayon fait de la ouais. Alors, l'armée française va jouer un petit rôle rapide. Ah, quand même. Ouais. L'armée française, je savais pas que l'armée française avait une armée. Ouais, c'est Messi. Ouais, si. Et ils bossent beaucoup. Les pauvres. Donc ils vont faire une demande pour avoir accès au dossier. Dès le mois de décembre, ils demandent à ce que les conclusions de l'enquête soient communiquées à l'armée afin de les transmettre au CNES. Je vous rappelle qu'on vient de créer 2 ans plus tôt le GEPAN, sans le I, à l'époque avec Esther, les compagnies, les noms ne me reviennent plus là. Bien sûr, réponse de l'armée de l'air espagnole, vous pouvez toujours courir. Demande de rejeter. Alors, on a eu d'autres explications depuis. Là, on est vraiment resté concentré sur 79, début 80. Première explication en 80, qui a été faite par un ufologue, qui a été proposée par un ufologue valencien, Juan Ballester Olmos. C'est un avion des États-Unis, un F4 ou un F-14 comme ils en utilisaient sur les porte-avions à l'époque. C'est un F-14-34, celui-là. Seulement, il a émis cette hypothèse avant de savoir que l'armée des États-Unis, l'armée de l'air des États-Unis et la marine avaient été interrogées par écrit par le général de l'armée de l'air espagnole, et avant de savoir que cette hypothèse avait été rejetée par l'armée espagnole, suite à la réponse et puis à l'enquête de l'armée espagnole, il n'y avait pas de possibilité. Alors, excusez-moi. Oui. Il faut savoir que les F-14 avaient un radar, je crois que c'était le modèle AWG-9, qui pouvait illuminer un avion à très grande distance sans que l'avion illuminé sache qu'il est illuminé. C'était la grande force de ces avions-là. Oui, mais là, il le savait. Oui, mais tout à l'heure, tu as parlé du F-1 qui savait illuminer par un radar, voilà. mais lui-même ne savait pas d'où ça venait.
Il Ça savait pouvait la très bien direction. être un Il 14 savait la de direction. Nimitz. Il savait la direction. Mais il ne voyait pas l'appareil lui-même. Ça pouvait, mais il ne pouvait pas y avoir de F-14 normalement à ce moment-là, puisque le porte-avions était à l'est de la Méditerranée. Le bateau des États-Unis le plus proche était le porte-hélicoptère Iwo Jima, d'après le rapport. Hein. Et donc aucune possibilité qu'il y ait un F-14 Et à ce moment-là, le Nimitz était déjà parti. à l'est de la Méditerranée. Il était entre Chypre et le Moyen-Orient. Ah ouais, ça fait loin. Donc, Sans savoir que les Américains, ils m'ont Mais ils faisaient pas du ravito déjà à l'époque hein? en vol? Ils faisaient pas du ravitaillement en vol? Si, Ah bah oui. le F-14 est ravitaillé en vol, si. Mais- Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais la question était de savoir s'il y avait des F-14 en l'air au moment de l'incident, dans un rayon de 300 à 400 Les kilomètres. États-Unis ont répondu non. Ça, ils disent ce qu'ils veulent. Oui, c'est trouvé une qu'on preuve. avait une base de l'OTAN. L'armée, quand elle le veut, elle ment, enfin, elle le Alors, oui, Thierry pose une très bonne question, c'est vrai. Il y a une base de l'OTAN en Espagne, à Rota et ailleurs. Ouais. Il y en a plusieurs même. Même demande, même question aux bases, aucun avion des États-Unis en vol à ce moment-là. Ils en ont. Ils en ont. Des F-14, j'en sais rien, mais ils ont des avions. Après, moi, je vous donne les. Après, si vous trouvez la solution au mystère, moi ça me plaît, on pourra la publier. Le F-14 aurait pu lâcher le Non. Non. Le F-14 ne va pas plus vite que le F-1. Si le F-14 est volé jusqu'à 2600 km. Et Mach de 2, En c'est à peu près pareil. post-combustion, Hein. en post-combustion, Ah, lui, sur une très brève distance, en deux post-combustion. réacteurs à l'arrière, tu vois un peu la Oui, mais ça différence. dure 30 secondes, c'est tout. Quand il ouvrait la réchauffe, on les Mais voyait la plus. post-combustion ne dure que quelques dizaines de secondes. Il ne peut pas les. il Ouais, peut pas- ça suffit. Mais c'est vrai qu'il aurait. L'autre aurait peut-être pas pu le rattraper, un F-14, mais il aurait pu s'en rapprocher. Et le radar primaire, il aurait vu quand même. Le Et là, F-14. Oui, il le aurait vu F-14 n'est pas furtif, il aurait été vu. Oui. Ouais, ouais. Bon. C'est quand même. C'est un truc qui est 2 fois et demi plus gros qu'un F1 aussi. Hein. C'est un gros engin. C'est un gros machin. Le radar, il ne peut pas le louper. Enfin, pas le radar du F1, le radar au sol, il ne peut pas le louper. Donc, je ne sais plus. On y était bouché. Ouais. Moi, je ne sais plus. C'est ce que je disais. Le sud-est de Non, bref. française. Oui, non, ça, c'était refusé. Donc, deuxième hypothèse, qui a été proposée beaucoup plus tard par la fondation Anomalie. C'est beaucoup plus tard parce qu'elle a été créée, je ne sais plus, dans les années 90, à Santander, en Espagne, où j'ai habité, et avec Juan Ballester Olmos, toujours, qui est un copain, même si on n'est pas d'accord sur tout, notamment sur ce dossier-là. Deuxième hypothèse proposée, des torchères. Ça vous rappelle des trucs peut-être. Oh là là. Oh, c'est l'histoire. Alors effectivement, plein sud, à 200 km. À 200 km au sud de Manises, on a des torchères qui brûlent les résidus du carburant, enfin du pétrole, tout ça, Comme dans les- la région de Carthagène. Comme la mobile avant, la Ouais, Fontinière. c'est ça. Donc, en 2012, non pas en 2012, en 92, il me semble, année à vérifier par contre ce coup-ci, début des années 90, la Fondation Anomalie propose cette hypothèse des torchères. Honnêtement, à l'époque, le dossier de l'armée de l'air n'est pas déclassifié. Ce qu'on sait, c'est qu'un pilote de F1 a pourchassé des lumières. Mais ils n'ont pas les trajectoires. Vous vous rappelez les yo-yo-yo nord-sud, sud-nord, bon, ça, on ne le sait pas. Dans le bouquin de Benitez, ça y est pas. Dans les documents déclassifiés en 1994, ça y est. Donc, l'hypothèse n'est pas idiote si on estime que la poursuite s'est toujours faite en direction des torchères d'Escombreras. Mais ce n'est pas le cas. La moitié du temps, même plus de la moitié du temps, la poursuite s'est faite en direction du nord, nord-est. Donc les torchères étaient derrière. Puis, il est rare que les torchères s'enfuient lorsqu'on leur court après. Ouais, mais Oui. bon, j'avais vu des torchères à Fontinière, à la raffinerie de pétrole, avant qu'elles partent vers l'Arabie Saoudite. Hein. Bah, celle-là, c'est parti, justement. Elles sont parties. Celle-là, c'est Bravo. Oui, on l'a vu partir.
Quand tu arrives à Frontignan, tu la voyais comme le nez au milieu de la figure. On a vu le cas où, comme on appelle ça des mirages de Fata Morgana, où on arrive à avoir dans le ciel des objets qui sont libres par la chaleur, la réflexion. Ouais, des inversions de température, ça a été évoqué aussi pour l'expliquer. Donner l'impression que ces torchères étaient plus haut en fait dans le ciel qu'elles n'étaient. Mais bon, ça tient pas la route. Comme la fameuse affaire des torchères de Cambridge au Mexique. C'est pour ça que je disais que ça devait rappeler. Mais là c'est une question qui n'a toujours pas été résolue. Bon, dans ce cas-là, ça paraît très très peu probable, parce que je ne pense pas que l'inversion de température puisse être telle qu'on poursuive ces torchères jusqu'au nord de Sagonte, c'est-à-dire 300 km plus dans le mauvais sens, quoi. Hein, c'est pas possible. Donc voilà. Hein? Vous devez être signalé. Oui, et vous allez écouter, enfin je ne sais pas si vous allez entendre là non plus, mais vous allez écouter le capitaine Camara qui est colonel de réserve quand vous l'avez vu après, le capitaine Camara qui évoque cette hypothèse des torchères. En gros, ça ne tient pas la route, il sait ce que c'est, il vole dans le secteur. Albacete est à moins de 50 km d'Escombreras. Il est torchères, il les voit tous les jours quoi finalement. Il sait où elles sont. Et pour lui, c'est ridicule comme hypothèse. Et la météo était bonne. Météo était exceptionnellement bonne, magnifique, ciel dégagé, très lumineux, un des ciels les plus clairs de la nuit. Ah ben alors il aurait fait le distinguo. Bon, également, il y a des observations, des éco-radars ponctuels du Pégase. Il y a les mouvements rapides, l'ascension qui augmente, etc. Bon bref, les torchères. Hubo libros como el de el periodista, el gran periodista y amigo Juan José Benítez de la Gaceta del Norte, que le llamó Incidente en Manises, pero hubo otros como el expediente Manises de Juan Antonio Fernández Peris, que mucho tiempo después dieron una hipótesis. Y es que es habitual que en los casos más extraños se hagan hipótesis para explicarlos todavía más extrañas. Yo no sé si comentarlo, Fernando, pero algunos dijeron que lo que se podía haber visto eran las chimeneas de una fábrica en Cartagena y que la alarma, el aterrizaje de emergencia y tu persecución como piloto de caza de F1 era a unas chimeneas. Yo no sé si quieres comentar algo. Pues me entiendes que las chimeneas a las que se refiere ese señor son las de Escombreras, es una refinería que hay en Imagino que todos los días, no desaparecen y aparecen. Pues está, y que todos los que somos profesionales del Ejército del Aire hemos visto siempre, porque están al lado de donde está la Academia General del Aire en San Javier, y que no tienen absolutamente nada que... Je l'ai coupé un peu trop tôt, je l'ai coupé à quai, il manque ver. No tiene nada que ver, il n'y a absolument rien à voir, ils connaissent tous ça depuis longtemps. Voilà. Donc il réfute cette explication. Comme je vous disais, les torchères, il y voit quasiment tout à chaque vol. Voilà sa conclusion. Donc ça c'était au début c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2015, cet enregistrement. À Radio Serre, bon, ils font comme nous, c'est une radio mais c'est sur le net aussi en télé. Pour lui, voilà ses conclusions. Pour Camara, qui a vécu ça, c'est un engin d'une technologie inconnue, y compris, dit-il, de nos jours. Bon, et pour finir, quelques petits commentaires lus sur le web, des commentaires 30 ans, 40 ans plus tard. D'autres témoins qui n'ont pas été enregistrés à l'époque et qui se déclarent sur le web. Là par exemple, elle a ouvert la fenêtre et elle a vu une lumière énorme, elle a appelé ses parents et ses voisins. Elle a entendu un bruit énorme et a vu un avion de l'armée qui est passé et ils ont disparu de notre champ de vision, quoi. Il y a de nouveaux témoignages qui se font sur les sites internet dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui va aller. Les témoignages, je veux dire. Les sites, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il me vient une idée. Est-ce que ça ne pourrait pas être au départ, par rapport au dash, le furtif, le F-117? Non. Ça colle pas déjà? Trop tôt. Trop tôt? Et là, j'ai vu clairement une grande lumière qui s'est levée dans le ciel, enfin jusqu'au ciel, en... Hein? Dans les années 70, il y a des essais, pas le F-117, dans les années 80. Et dans le désert du sud des États-Unis. Le F-117, les essais.
Premier vol. 78, 79. Moi j'ai vu ça. Ouais, elle a été mise en service ces années, à la fin des. Ça ne pouvait pas coller avec. Non, puis Il est le trop lent. F-117, c'est un avion subsonique. Il est très lent. Ah oui. Enfin, il était relativement lent par rapport aux Il fait avions du supersoniques. 600-650 km/h. Ouais, seulement Enfin, lui, on la ne caisse. pouvait pas le voir. Donc, Non, justement, on voit rien. Mais si, on le voit. On voit les trucs lumineux. Oui, mais il est furtif au radar. Oui, mais on voit mais là, des points lumineux sont observés. Et le F-117, il fait du 600 et quelques km/h. Et ouais, l'autre il est monté à 1500, il n'est pas rattrapé. non, mais il faut savoir que les F-117, ils ne sortaient que de nuit et par groupe de 2. En opération de combat ou d'exercice, ils ne sortaient que de nuit. C'est pour ça qu'ils s'appelaient les Nighthawks, les faucons de nuit, les rapaces Là, c'est de nocturnes. nuit. Là, c'était la nuit, oui. Mais en Espagne, bon, quoique une base américaine espagnole aurait pu abriter des F-117, parce que voilà, c'est pour ça. 79, faut pas oublier que c'était encore la guerre froide. Ouais, mais je pense pas qu'il y en ait eu en 79. Il faudrait vérifier les dates. Il faudrait vérifier les dates pour voir s'il était opérationnel en Ah 79. non, il n'était pas opérationnel. Non, il n'était pas. Il existait, mais il existait là-bas à la zone 51. Ils n'auraient pas pu voler. leur avis de faire des essais chez les Espagnols. Je pense qu'il n'y en avait pas en Europe à cette époque-là. Ils ont utilisé pour la première fois la guerre du Golfe. La guerre du Golfe. Mhm. Ouais, c'est vrai. Enfin, le deuxième témoignage que je vous ai choisi, c'est parce que là encore, on vous dit qu'il y avait un avion, quelques secondes après, il y a un avion qui pourchassait les ovnis. En fait, il n'était pas assez rapide pour ne pas être rattrapé par les FN. Non, sûrement pas. Voilà, alors j'ai un peu accéléré à certains moments, mais c'est 22h25 déjà, donc il y a 2-3 moments où j'ai un peu... mais bon. Moi, ça va, je suis pas... Une question. Le dernier cas concret d'observation, quel est-il? De cette période? Non, maintenant, à partir de hier, avant-hier, Ben là, on a commencé un travail sur le 18 mai, je crois, c'est ça? Ouais, sur le 18 mai. l'affaire de Saint-Jean-d'Hélas. Ouais. On est sur une enquête là en ce moment. D'accord. À Saint-Jean-d'Hélas. Moi j'ai eu le 22h18. 22h18. Moi j'ai eu un avant hier. Et tu nous l'as pas filé 2 jours après, bravo. J'ai demandé de s'inscrire sur le truc. Donc il y en a moins maintenant qu'il y a quelques années. Mais j'ai l'impression que la forme des appareils ont changé. Parce que moi, quand la nuit a vu c'est marrant, les lumières étaient standards. C'était vert, rouge, orangé, mais libre. C'était positionné à 100 mètres au-dessus. Ou alors, il y a un hélicoptère. Donc ça correspond à différents discours. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les formes absolument appareils ont changé. Ben, il y a eu des périodes où c'était plus le triangle, plus le cylindre. Là, il y a beaucoup de sphères lumineuses. On va valider la proportion. Je sais, ça. Moi, j'étais un touriste. D'ailleurs, j'ai jamais vu de technique comme ça. Voilà, si vous avez des questions, même si ce n'est pas sur Manissès, n'hésitez pas. Hein. Une conclusion alors de cette affaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Le juge instructeur, ça je l'ai raccourci aussi, avait évoqué notamment des confusions, non ça je l'ai dit, mais rapidement avec des planètes et tout. Ces conclusions sont qu'il ne peut pas conclure. Pour lui, je vous l'ai dit, il y avait un appareil au moins en l'air non identifié, mais il ne peut pas dire de quel type c'était. On peut dire que cet appareil, quel qu'il soit, on peut retracer sa trajectoire, sa vitesse, son altitude. Non, alors on peut retracer. Non. On peut essayer d'estimer les lieux d'observation. Sa vitesse, c'est plus compliqué, sauf peut-être quand il suit le vol JK 297. Là, on peut avoir la vitesse estimée, mais quand il a le F1 derrière, il est tellement loin que on ne sait pas s'il distance le F1 ou s'il garde une distance identique par rapport au F1, ou s'il se laisse rattraper, ou s'il est rattrapé petit à petit, ça n'en sait rien.
Mais on peut estimer, on sait où il a été observé par les témoins au sol et par le pilote Camara. Avec les heures, on peut refaire le tracé de un jet X. Ouais. Bon, c'est un tracé assez simple. Dans un premier temps, il suit donc le vol nord-sud de la TAE. Non, pas nord-sud. Je dis des bêtises. Il a décollé d'où, j'ai dit? Dans le vol civil, il a décollé d'Autriche. Non, il avait fait une escale à Palma, je crois. Il a fait une escale à Palma. Il a fait une escale à Palma, donc il va de Palma, de Majorque, vers Valence. Puis ensuite, il y a le Mirage qui... Donc à Valence, il fait demi-tour vers l'est pour se poser... Enfin non, il va de Palma à Tenerife. Donc il y a un virage vers l'est, là j'ai du mal là. Il y a un virage vers l'est pour se poser à Valence. Le Mirage arrive, le poursuit vers le nord. Puis il revient vers le sud, puis il repart vers le nord-est et Sagonte, au-delà de la mer, il revient vers le sud et puis il va se poser il le perd quelque part au sud de Valence et le Mirage se pose à Albacete. Donc on peut faire cette trajectoire-là, mais et avec des observations sur si ça se trouve, il y a, comme le juge instructeur dit, pour lui il y a au moins un avion en vol dans le ciel, mais il peut y avoir eu 3 phénomènes différents. Et Benitez dit un peu, enfin lui pour Benitez il y a eu 3 ovnis différents je crois. Il dit quelque chose comme ça. Mais après, l'armée n'a pas fait de plan, de carte, ou alors ils l'ont pas publié, mais il n'y a aucune carte des trajectoires estimées du phénomène OVNI. Pour l'armée, c'est au moins un avion a été dans l'air, mais on n'explique pas, on n'a pas d'explication. Ce qui est pas si mal, parce qu'ils auraient pu classer ça, méprise, machin bidule, ça reste un phénomène inexpliqué, en dépit des efforts qu'ils ont fait. Hein. Ils ont auditionné tous les témoins, ils ont envoyé des avions, enfin, sur plusieurs jours. Une enquête a été menée. Nommer un juge instructeur, en fait, c'est pas nommer une seule personne à l'époque, je ne sais pas si, comme aujourd'hui, c'est le juge instructeur, c'est un officier, et il a avec lui toute une équipe qui travaille. Donc ça veut dire engager des dépenses qui sont quand même conséquentes pour essayer d'identifier le mystère.